Tout à fait. Merci Rachel. Et donc pour les présentations, hein, nos deux intervenants de qualité aujourd'hui, Alexandre Quentin, l'un de mes partenaires USA France, également directeur en investissement. Hein, donc Alexandre m'a rejoint il y a à peu près 8 ans dans l'équipe. Et également, nous avons Michael Wiesenfeld, qui est entrepreneur immobilier à Miami, broker, également investisseur depuis 20 ans aux États-Unis, hein, avec 10 ans d'expérience sur New York, 10 ans à Miami, et donc qui fait ça en plus d'organiser des événements gala de David Guetta sur Miami en plein confinement. Alors on va commencer avec Alexandre qui va nous parler initialement de l'efficacité et la vélocité patrimoniale en alliant l'immobilier et les actifs financiers. Et puis ensuite, on aura une discussion ouverte avec Michael. On parlera notamment de l'immobilier aux États-Unis, mais en particulier en Floride et à Miami. Donc, je pense qu'on va commencer avec Alex. Je vais partager mon écran et on va pouvoir commencer. Merci beaucoup. Merci Rachel. Merci Cédric. On va pouvoir aborder donc le mariage entre les actifs financiers immobilier dans quelques secondes. Cédric, tu peux juste me dire si vous voyez très bien mon écran, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, on voit l'écran, on t'entend bien. Ok, parfait. Donc, merci de nous rejoindre sur cette conférence. N'hésitez pas également à rejoindre mon équipe sur les booths qui sont à votre disposition. Pour rappel, hein, on est toute une équipe d'experts, à la fois des diplômés notaires, des coordinateurs fiscaux, des directeurs de planification avancée et d'investissement. Et nous sommes là pour apporter cette valeur ajoutée à l'ensemble de la communauté française ici aux États-Unis. Donc, au sommaire, aujourd'hui, on va pouvoir aborder donc comment optimiser son cash flow système, de pouvoir créer de la vélocité patrimoniale, de pouvoir apporter cette valeur ajoutée d'un point de vue personnel, booster ses rendements, notamment en termes de biens immobiliers, et puis également comment monétiser ces aspects immobiliers. Donc, Cédric, si tu veux peut-être commencer par la première question. Hein. Tout à fait. Donc, Alex, comment est-ce qu'on peut créer un système Alors, excellente question. Donc, efficace. quand on fait de la gestion patrimoniale, il n'y a que 3 manières de créer la valeur patrimoniale. Nous faisons de l'épargne pendant une très longue période de temps. Par exemple, si on économise à la banque à l'heure actuelle pour doubler son argent, il faut environ 121 ans. Donc, il faut épargner pendant une très longue période de temps. Deuxièmement, c'est ce que j'appellerais ownership. C'est la possibilité de détenir sa propre compagnie ou des parts d'une compagnie sur le marché privé ou sur le marché public, tel que les stocks, par exemple. Et troisièmement, c'est l'immobilier. Il n'y a que 3 manières de créer la valeur patrimoniale. Le reste des actifs qui vont pouvoir nous aider dans notre gestion patrimoniale s'inscrivent dans la planification financière, qui sont généralement des actifs qui sont indispensables pour une stratégie patrimoniale optimale, mais la partie qu'on appelle growth du patrimoine, c'est une longue épargne, ownership and real estate. Mais également, quand on a compris cela, il s'agit de créer ce qu'on appelle une efficacité patrimoniale, de créer un haut degré de vélocité. Alors, qu'est-ce que la vélocité de la monnaie, par exemple, au niveau d'un pays? C'est le ratio entre le PIB, le produit intérieur brut, et la masse d'argent disponible dans le pays. Si on assume que cette masse d'argent est fixe, plus le PIB est élevé, et plus cela signifie que des biens et des services sont achetés, vendus par des individus et des entreprises. Et donc, plus l'argent passe d'une poche à l'autre, et plus c'est un indicateur que l'économie est saine. Et bien, d'un point de vue granulaire, on va essayer, au sein de notre stratégie patrimoniale, de pouvoir faire en sorte que chaque dollar que l'on peut mettre de côté, que celui-ci peut être démultiplié dans sa stratégie et ainsi faire augmenter notre valeur patrimoniale. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter un système de cash flow qui soit le plus efficace possible. Donc, généralement, quand on se lève le matin, on va créer de la valeur. C'est-à-dire que j'appellerais ça cash creation. C'est la capacité de lever le matin. Et pour le travail que l'on effectue, on va être rémunéré d'une certaine manière. Donc, on va pouvoir déposer cet argent quelque part, ou ce que j'appellerais cash capture, ou ce qu'on pourrait dire aussi une warehouse, et qui historiquement est matérialisé par la banque. On gagne de l'argent et on le met à la banque. Et puis, comme la banque ne va pas nous rémunérer énormément, on va essayer de trouver des solutions patrimoniales que j'appellerais cash flow creation, qui nous permettraient de démultiplier notre stratégie patrimoniale, de générer plus de rendement. Ça peut être le marché immobilier, ça peut être le marché financier. Je vais mettre une petite maison, le marché immobilier notamment, qui va, en espérant nous générer des revenus, qui va revenir dans notre patrimoine. Et à terme, si on souhaite s'arrêter de travailler et prendre notre retraite, c'est tout simplement que notre patrimoine nous aide à supplémenter nos revenus
de retraite. Et au-delà de ce schéma-là, on va avoir ce que j'appellerais cash protection, c'est de protéger son système. Alors pour ce faire, aux États-Unis, il y a 12 façons de se protéger. Ce sera le sujet de la conférence à 16h aujourd'hui, notamment d'avoir des documents testamentaires, d'avoir de l'umbrella policy, qui est la responsabilité civile, qui n'est pas automatique ici aux États-Unis, qu'il faut absolument demander à son assureur auto-maison, d'avoir de l'assurance santé, invalidité, décès, et ainsi de suite, pour pouvoir protéger son système pour le reste de notre vie. Alors là où la plupart des gestionnaires de patrimoine vont passer leur temps, c'est sur les solutions patrimoniales, les solutions de gestion. On va essayer de générer du rendement, minimiser le risque et ainsi de suite. C'est notamment mon rôle dans l'équipe. Je suis le VP of Investment de notre équipe et je m'occupe de cette partie-là. Mais là où je souhaite passer un tout petit peu de temps, qui est généralement effacé dans ce schéma-là, c'est la partie cash capture. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a pas meilleure institution au monde qu'une banque pour la gestion de leur cash opérationnel. Tout simplement, en tant qu'épargnant, on a de l'argent, on le dépose directement à la banque. Eux, ils vont nous rémunérer quoi, en ce moment entre 0 et 1%. Disons qu'on est rémunéré à 1%. Et quand il y a des dépôts qui ont été déposés à la banque va pouvoir prêter cet argent-là à d'autres personnes. Et donc le prêter, par exemple, à 4% à quelqu'un d'autre. Ils vont pouvoir se marger sur la différence. L'avantage qu'ils ont, c'est que, évidemment, ils ont des fonds propres, des fonds de solvabilité pour pouvoir exister, mais également, tous les dépôts qui ont été déposés dans la banque leur permet de pouvoir prêter cet argent à d'autres personnes et ainsi générer de l'argent avec de l'argent qu'ils ne détenaient pas en premier. Et ce qui est intéressant, depuis maintenant quelques années, on est dans un système de fractional banking qui fait que pour chaque dollar qui est en déposé, la banque peut potentiellement ne pas prêter que 1, mais voire 2, voire 5, voire même 10 dollars à d'autres personnes et ainsi booste le rendement de cette manière-là. Donc, tout simplement, l'idée, ce serait de pouvoir trouver un système où on puisse, dans sa stratégie-là, remplacer le rôle de la banque, de créer, dans d'autres termes, sa propre banque familiale, de trouver un instrument ou une stratégie où on va pouvoir trouver un système où on va pouvoir faire des dépôts, mais également financer ses propres activités de rendement dans l'immobilier, dans le financier, private equity, et ainsi de suite. Et donc, je vais passer quelques instants pour parler d'un remplaçant plus efficace de la partie bancaire. C'est vrai qu'en quelques mots. Deuxième question. Alex, comment optimiser? Exactement, on va rentrer exactement dans le vif du sujet. Donc, si on devait créer, from scratch, de zéro, un actif financier qui pourrait être le plus optimal possible, quels seraient les attributs que l'on pourrait avoir? Déjà, on aimerait que cet actif-là puisse avoir la liquidité, qu'on ait un contrôle sur cet argent, qu'on ait ce contrôle de cette liquidité en permanence, qu'il soit sécurisé, que personne ne puisse y accéder, qu'il y ait une croissance qui est garantie, qu'on n'ait aucune année négative, que cet argent puisse continuer à augmenter, d'avoir des limites élevées de contribution, des avantages fiscaux, potentiellement d'avoir des actifs sur lesquels on n'aurait pas d'imposition sur les rendements générés, qu'il soit portable et flexible, même en cas de retour, que l'on reste aux États-Unis, qu'on rentre en France, qu'on aille à l'étranger, qu'il ait toujours ces avantages à la fois financiers, fiscaux et légaux, qu'il soit privé, que personne n'ait de regard dessus, d'avoir une protection contre d'éventuels créditeurs ou en tant que faillite, qui soit collatéralisable et d'avoir des options avantageuses en termes de prêt. Potentiellement, cet actif serait peut-être imaginaire, il n'existerait peut-être pas, mais quel serait l'actif, ou en tout cas là où on pourrait déposer son argent, qui va se rapprocher au mieux de cet actif-là. Et pour ce faire, faisons un point de tous les actifs qui sont potentiellement collatéralisables. Vous avez par exemple l'immobilier. Si vous détenez un bien immobilier, vous pouvez sortir une partie de l'argent de ce bien immobilier si vous avez ce qu'on appelle de l'equity, c'est-à-dire que si la valeur nette du bien est supérieure à ce que vous redevez, vous pouvez potentiellement soit refinancer votre bien, soit faire une HELOC par exemple, Home Equity Line of Credit. Si vous avez plus de 62 ans, vous pouvez également faire ce qu'on appelle une RELOC ou HECM, Home Equity Conversion Mortgage. Il y a des solutions pour pouvoir créer de la liquidité sur vos biens immobiliers et ainsi potentiellement l'utiliser pour ses propres dépenses ou potentiellement l'investir et se démultiplier sa stratégie patrimoniale. Donc, vous voyez une première classe d'actifs qui est l'immobilier. Deuxièmement, si vous détenez un business, vous pouvez créer de la liquidité sur, par exemple, de l'équipement que vous pourrez avoir ou des créances. Des actions, par exemple, avec nos clients, nos clients qui ont des comptes sur le marché financier, ils peuvent, par exemple, emprunter jusqu'à 50% de la valeur de leur portefeuille pour pouvoir utiliser cet argent pour faire d'autres choses. Par exemple, un bridge loan, si on vend sa maison, on en achète un autre, et ainsi de suite. L'épargne. À l'époque, surtout dans les années 90, il y avait la possibilité de pouvoir collatéraliser un CD,
certificate of deposit ici aux États-Unis. Alors ça avait beaucoup de sens à l'époque puisqu'on avait des rendements qui étaient proches des 6-7% à la banque, sur les CDs, mais à l'heure actuelle on est proche des 0,5%, donc ça n'a plus vraiment beaucoup d'avantages de le faire, mais c'est une possibilité. Il y a également les instruments d'assurance vie permanente ici aux États-Unis, donc sur lesquels cet argent-là va pouvoir grandir et on va pouvoir sortir du cash en parallèle également. Et enfin, on a l'or ou l'art également qui est collatéralisable. Il y a certaines compagnies qui sont basées là-dessus. Je rajouterai également la crypto-monnaie. Certaines compagnies vous mettent en gage soit votre or, votre crypto et vous permet de pouvoir rester investi et d'utiliser votre argent une deuxième fois pour faire d'autres choses. Donc, par exemple, de ces classes d'actifs, quel serait potentiellement l'instrument ou la classe d'actifs qui aurait le plus de sens pour pouvoir jouer ce rôle de warehouse, de banque familiale? Et pour nous, la réponse qui a le plus de sens, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la cash value life insurance aux États-Unis. Ces assurances vie permanente, il y a plusieurs types. Je vais aller avec un qui est extrêmement précis. C'est un certain type de cash value life insurance. Et voilà les attributs. Il y a 12 attributs qui pourraient jouer ce rôle très intéressant de capturation du coût d'opportunité. Donc, quels sont les attributs? Alors déjà, il y a une assurance décès avec cet instrument. Il y a à la fois une épargne, et en plus, il y a une assurance décès. C'est-à-dire qu'on va pouvoir en profiter à la fois durant sa vie, mais également on va permettre d'avoir un effet de levier en cas de décès qui va pouvoir permettre de protéger la famille ou d'assurer un certain nombre de problématiques de succession. Et donc, comme on sait qu'on a de l'argent qui est OK pour la succession, on va pouvoir se permettre de dépenser plus d'argent de nos autres actifs. On a une liquidité et un contrôle à cet argent. Cette cash value, cette épargne est disponible. C'est votre argent. Vous en avez la jouissance. Vous en faites ce que vous voulez à n'importe quel moment. Vous avez une croissance qui est garantie. C'est un actif qui ne perd jamais d'argent. Il est garanti d'augmenter par contrat chaque année. En plus, vous avez accès à des dividendes qui sont annuels, qui sont non garantis. Alors, on peut aller par exemple avec des compagnies mutuelles d'assurance où il y a des dividendes qui sont donnés sur ce type d'instrument. Il y a des compagnies mutuelles d'assurance qui ont 150 ans d'existence, qui ont toujours eu des dividendes. Même en 1929, les guerres mondiales, en 2008, on parlait encore de 7,2%. Donc, ce sont des dividendes qui vont pouvoir faire augmenter ce type d'instrument pour le reste de notre vie. Il y a des avantages fiscaux extrêmement intéressants, à la fois des avantages fiscaux durant notre vie, easy aux États-Unis, c'est de l'argent après impôt, taxe déférée, taxe suisse, c'est-à-dire que quand vous mettez $1 dedans, il n'y a plus jamais d'imposition et vous pouvez, peu importe où vous êtes dans le monde, l'utiliser de manière proactive et ne payer aucune imposition également, même si vous rentrez en France ou autre. Donc, nombreux avantages fiscaux, c'est une des plus grandes niches fiscales ici aux États-Unis. Il y a des limites de contribution qui sont élevées, c'est privé, personne n'a de regard dessus, il y a une protection contre des éventuels créditeurs ou en tant que banqueroute dans certains États. Il y a des options possibles, c'est-à-dire que si par exemple je suis invalide, je ne peux plus continuer à mettre de l'argent dedans, la compagnie d'assurance permet de pouvoir continuer à payer ses primes pour vous, si vous êtes en cas d'invalidité par exemple, ou de long-term care, de soins de dépendance. Mais là où l'instrument commence à être extrêmement intéressant, c'est les 3 derniers points. C'est le fait que c'est un instrument qui est collatéralisable, que vous avez des options avantageuses en termes de prêt et une totale liberté, flexibilité de repaiement de cela. C'est-à-dire que, on va passer à la question suivante, Cédric, en quelques mots. Absolument. Donc, comment payer son ROA Tout à fait. grâce à une on va pouvoir planification utiliser financière cet holistique. instrument au sein de sa stratégie globale dans la partie cash flow creation, qui est l'immobilier, le financier, le private equity, etc. Mais tout d'abord, focalisons-nous sur cet actif-là. Donc, si on ne fait rien d'autre que positionner son argent dans ce type d'instrument, voilà ce que l'on a. C'est une approche passive en autopilote. Il y a des taux qui sont attractifs. En ce moment, on parle de 3 à 5% net d'impôts, net de fees, qui potentiellement serait plutôt équivalent entre 4,5 et 6,5% de rendement si on prenait en considération des fees et des impôts. Deuxièmement, il y a une croissance qui est ininterrompue, c'est-à-dire que c'est l'argent qui va augmenter pour le reste de notre vie de manière exponentielle. Troisièmement, c'est donc exponentiel pour le reste de notre vie et donc c'est ce qu'on appelle True Compounded Growth. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais, alors j'ai juste un tout petit truc, je ne peux plus écrire sur mon écran. Absolument. Juste enlever ça. Parfait, donc True Compounded Growth, c'est-à-dire qu'on a une augmentation exponentielle garantie, et il n'y a aucune année négative, et donc c'est un très bon substitut à la fois du cash à la banque qui ne génère quasiment rien, on garde cette liquidité, et deuxièmement,
potentiellement dans une perspective de gestion patrimoniale et par exemple, de portefeuille, parce que dans un portefeuille d'actions, par exemple, on a des actions et des obligations. Les obligations ont le rôle de risk management pour réduire la volatilité du portefeuille. Et bien, voilà un substitut extrêmement intéressant des obligations sur le marché, c'est d'avoir ce type d'instrument-là qui nous permet, d'être plus agressif, à la fois sur les actifs que l'on va pouvoir mettre en jeu, soit sur le marché financier ou immobilier, et deuxièmement, on a cette liquidité de pouvoir tirer avantage d'opportunités si elles arrivent. Donc, en quelques mots, à quoi ressemblerait ce système? On crée de la valeur patrimoniale en se levant le matin, on génère de l'argent. Deuxièmement, on le positionnerait au-delà. Alors, je dis toujours, il faut avoir entre 6 et 12 mois de liquidité pure de cash à la banque. C'est notre matelas de sécurité et extrêmement confortable de générer entre 0 et 1% à la banque, entre 6 et 12 mois de dépenses. Mais au-delà, c'est là où cette cash value life insurance va rentrer en jeu. Par exemple, moi, personnellement, en plus de faire du 401k, de l'immobilier, du financier ou autre, je positionne 100 000 $ par an dans ma cash value life insurance. Pourquoi? Parce que plus je vais contribuer là-dedans, et l'idée, c'est de laisser cet argent augmenter pour le reste de sa vie à l'intérieur de cet instrument-là, qui lui ne sortira pas, stratégiquement, cet argent ne sortira pas, il va rester à l'intérieur, il va augmenter donc à 3 à 5% stratégiquement pour le reste de notre vie, mais en parallèle, d'utiliser sa liquidité pour pouvoir financer nos autres activités d'investissement, de private equity, d'investir dans notre propre entreprise, ou même juste simplement financer ses dépenses. Donc c'est là où ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est exactement le même dollar que l'on positionne au sein de cette cash value insurance qui va être utilisé une deuxième fois pour pouvoir utiliser cet argent pour pouvoir investir dans d'autres classes d'actifs. Ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'on peut emprunter à 3%, qui est potentiellement déductible d'impôt sur certaines classes d'actifs. Donc, il y a un arbitrage assez historique à l'heure actuelle où on génère plus de rendement en interne que l'utilisation de son argent. Et ça veut dire que si vous avez un rendement, imaginons, de 7% ici, comme vous avez un arbitrage ici, vous boostez vos rendements de manière automatique avec ce type de stratégie. Alors, voilà à quoi ça ressemblerait, par exemple, pour l'immobilier. Vous mettez de l'argent dans votre cash value, vous, en parallèle, vous créez votre ligne de crédit, vous l'utilisez dans l'immobilier, qui vous crée des cash flows que vous remettez, qui vous crée des dividendes, qui fait grandir, et ainsi de suite, et on crée un cercle vertueux. Et un des avantages, c'est qu'on ne va pas perdre ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Parce que généralement, la plupart des gens, quand ils investissent dans l'immobilier, déjà, comme les taux d'intérêt sont bas, il est extrêmement intéressant de se leverager, c'est-à-dire de pouvoir faire un mortgage. Si par exemple on vous demande 20% d'apport, vous mettez 20% d'apport, vous utilisez les autres 80% pour pouvoir investir sur l'immobilier et vous allez potentiellement repayer les prêts, ce qui est matérialisé par la ligne rouge ici. Ça peut être par exemple 80%. Historiquement, si on met 20% en apport en cash, la problématique de mettre du cash, c'est que vous perdez ce qu'on appelle le coût d'opportunité, ou bien ce qu'on appelle le time value of money. C'est-à-dire que maintenant, ces 20% qui sont positionnés en bien immobilier ne peuvent pas être utilisés une deuxième fois pour pouvoir faire des petits, générer par exemple du 5%, 6% dans d'autres classes d'actifs. D'où l'idée, en fait, au lieu faire un down payment en cash, c'est d'avoir mis assez d'argent à l'intérieur de sa cash value life insurance, d'avoir une ligne de crédit que l'on va pouvoir adosser et d'utiliser cette ligne de crédit pour pouvoir faire ce down payment et toujours se leverager avec le mortgage. Et ce qui est intéressant, c'est que comme l'argent ne sort pas du Wally, et à la fin, on aura en effet repayé ses prêts immobiliers, mais on aura en plus d'avoir repayé ses prêts immobiliers, une énorme poche de cash qui aura grandi en parallèle du repaiement de ses actifs. Donc, voilà une manière de pouvoir démultiplier sa stratégie patrimoniale pour que chaque dollar que l'on a de côté puisse jouer plusieurs rôles. Et on va conclure là-dessus, Cédric. Très bien, oui. Donc, pour finir. Très bien, alors on a souvent la réflexion de se dire, une des problématiques de l'immobilier, c'est un actif à très long terme, on n'a pas vraiment de liquidité sur un actif immobilier. Et nous avons quatre options pour pouvoir sortir de l'argent. Alors évidemment, on vend le bien immobilier et on récupère les liquidités de cette manière-là. Deuxièmement, on peut downsizer. Vous avez un bien qui est plutôt onéreux, qui coûte de l'argent, la maintenance, etc. À un moment donné dans sa vie, on peut se dire, voilà, les enfants sont partis à l'école, on peut peut-être réduire la superficie de notre bien, les frais associés à cela, et ainsi récupérer la différence. On peut se refinancer.
Ça fait maintenant, on est historiquement sur des taux d'intérêt extrêmement bas. Si vous payez, par exemple, on appelle ça en fait la bonne dette et la mauvaise dette. La mauvaise dette étant supérieure à 5%. Si vous avez un prêt qui est au-dessus de 5%, il est évidemment très intéressant de se refinancer, de pouvoir payer potentiellement moins d'intérêts sur le long terme et de libérer des cash flows également. Parce que si vous repayez, par exemple, 3 500 $ par mois sur une base de 5%, peut-être que maintenant, vous n'êtes plus qu'à 2 700 $ si vous êtes à 2,5%. Donc, intéressant de pouvoir potentiellement se refinancer. Et enfin, c'est la possibilité de créer des lignes de crédit. Imaginez que vous avez un bien qui fait 1 million de $, il vous reste 200 000 $ à payer sur votre mortgage. Quand vous avez une equity de 800 000 $, bah, sur cela, vous pouvez aller voir une banque et la banque vous dit bah, très bien, en effet, on va mettre un lien, on va nantir d'une certaine manière votre bien immobilier au-delà de votre mortgage et vous mettre à disposition un exemple, 300 000 $, qui aura évidemment des intérêts de ce côté-là quand elle est utilisée, mais ça vous permet d'avoir la liquidité, de faire d'autres investissements si vous le souhaitez ou d'utiliser pour faire des travaux dans votre bien immobilier ou autre. À cela, on pourra rajouter également ce qu'on appelle les WeLock ou HACM quand on a plus de 62 ans. C'est comme une e-lock, mais un des avantages à ce moment-là, c'est que quand on a 62 ans et qu'on fait une WeLock, c'est que cette ligne de crédit est garantie d'être là, peu importe la valeur du bien dès qu'elle a été mise en place, et elle est garantie d'augmenter chaque année, qui est extrêmement intéressant. Si vous avez plus de questions là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et je vais conclure sur cette dernière slide et montrer qu'il y a un certain nombre de similitudes entre des actifs financiers et les actifs immobiliers, notamment la cash value life insurance qui est ici aux États-Unis et l'immobilier. Voilà les attributs des deux côtés. On va voir qu'ils ont quasiment les mêmes attributs. Déjà, ça va vous permettre des deux côtés de récupérer des revenus passifs. Vous créez de l'equity. À gauche, vous allez faire augmenter la valeur de votre contrat et à droite, plus vous allez repayer votre prêt immobilier, plus vous aurez de l'equity au sein de votre bien immobilier. À gauche, vous avez une croissance garantie par contrat, en plus d'avoir des dividendes disponibles. L'immobilier, généralement, sur le long terme, on peut s'attendre à une appréciation des biens immobiliers au-delà des cycles économiques. On a une protection contre l'inflation. L'immobilier, évidemment, peut faire face à l'inflation sur le long terme, voire peut-être même le battre sur certaines zones géographiques. On va faire le cas de l'immobilier dans quelques instants avec Michael. Des liquidités. Je l'ai démontré sur l'immobilier, mais également on a une totale liquidité également sur notre cash value life insurance. On peut en fait avoir un double effet de levier. On peut avoir un effet de levier sur l'immobilier parce qu'on va faire appel par exemple à une banque pour pouvoir se financer. Pareil pour le cash value life insurance. Si vous ne souhaitez pas mettre des fonds de vous-même, vous pouvez aller voir une banque qui va financer votre cash value life insurance. Pareil pour l'immobilier. Et à l'inverse, quand je parle de double effet de levier, c'est en aval également. Maintenant qu'on détient ce type d'actif-là, on peut le collatéraliser et utiliser ce même dollar une deuxième fois pour faire d'autres investissements tels qu'une e-lock à droite ou un prêt ou une ligne de crédit à gauche. On a les avantages fiscaux, ils sont nombreux sur l'immobilier. On a à la fois des amortissements que l'on peut avoir, déduire les intérêts, etc. On peut vendre un bien, en racheter un dans une certaine période de temps et éviter d'avoir cette imposition, etc. Il y a énormément d'avantages fiscaux dans l'immobilier. C'est pareil pour le cash value life insurance, c'est l'argent après impôt, taxes déférées, tax-free. Quand on positionne un argent dedans, on ne paye plus jamais aucun dollar. Et finalement, on a de la protection à gauche et à droite. Pour avoir de la protection sur l'immobilier, il y a des manières de le faire, de se structurer ici aux États-Unis. On peut créer des LLC, on peut créer des trusts, on peut positionner son immobilier d'une certaine manière pour pouvoir le protéger si par exemple vous le louez et ne pas être tout simplement exposé à un certain nombre de risques en direct, en plus évidemment d'avoir de l'umbrella policy. Très important aux États-Unis, ce n'est pas automatique, ça l'est quasiment en France, la responsabilité civile. On est dans un pays où les gens se poursuivent beaucoup plus qu'en France et pour des montants très élevés. Donc n'oubliez pas surtout d'avoir cette umbrella policy, de voir ça avec votre assureur auto-maison. Hein. Évidemment, beaucoup de protection, on l'a vu. Absolument. Alex, je t'interromps, on en parlera dans la dernière session cet après-midi sur les… Absolument. Mon dernier mot là-dessus, c'est qu'il ne s'agit pas de faire que, par exemple, du financier, de faire que de l'immobilier, mais c'est l'interaction entre ces deux classes d'actifs qui fait que vous allez pouvoir démultiplier votre stratégie patrimoniale, que vous restiez aux États-Unis, que vous repartiez, vous pourrez toujours bénéficier d'une stratégie proactive ici aux États-Unis. Voilà. Et je vais vous laisser la parole à Cédric et à Michael pour cette discussion. Alors, Alex, juste pour clore avec toi, alors nous, on va passer à Michael. Alors, il y aura sans doute des questions, on reviendra sur des questions à la fin de cette session. En revanche, il y a quelques questions qui adressent particulièrement ce dont tu viens de parler. Alors, je ne sais pas si tu veux le faire pendant qu'il est encore chaud.
Ok, très bien. Alors, première question que j'ai vue qui vient de la part d'Olivier. Quel est le taux sur les prêts Alors, de à l'heure la Cash actuelle, si on Value va, Life on va Insurance? voir une banque, par exemple, ça s'appelle iBlock, Insurance Based Line of Credit, et les taux à l'heure actuelle sont proches de 3%. Donc 3% à l'heure actuelle, déductible d'impôt si par exemple vous utilisez l'argent pour votre business, par exemple, sachant qu'en parallèle, vous continuez à générer ces rendements, la cash value n'est pas affectée de l'autre côté, et donc il est intéressant de pouvoir capturer ce coût d'opportunité. Donc c'est intéressant parce que même si les taux d'intérêt augmentent, d'un côté on peut s'attendre que le dividende augmente de l'autre côté, mais même si le taux d'intérêt est égal ou même supérieur, le taux d'emprunt est supérieur au taux de rendement interne, et ben ce qui est intéressant de comprendre, c'est que vous bénéficiez à gauche de l'effet, ce qu'on appelle de compounding effect, et à droite, l'effet d'amortizing effect. C'est-à-dire que même si vous avez un taux d'intérêt qui est supérieur, alors notre cerveau, il nous joue un tout petit peu des tours. Imaginez que vous avez 200 000 dollars et vous souhaitez acheter un bien immobilier qui fait 1 million. Vous mettez les 200 000 dollars d'apport. Et que vous avez en parallèle le choix d'avoir ces 200 000 dollars qui sont investis à 4% et vous pouvez emprunter à 4%. Vous allez me dire, mais Alex, très bien, mais pourquoi je ne mets pas mes 200 000 dollars? De toute manière, j'ai un actif qui me génère 4 et qui me coûte 4. Donc, il y a un wash d'une certaine manière. Et notre cerveau nous joue des tours parce qu'en effet, notre cerveau a raison sur la première année, mais dès l'année 2, il a tort. Pourquoi? Parce que maintenant, 4% de 200 000 dollars, ça fait 208 000, et puis c'est basé sur 208 000, et ainsi de suite. Il y a le compounding effect. Alors qu'à droite, comme on va repayer sa ligne de 4%, eh ben, la différence d'intérêt entre les deux est énorme sur le long terme. Et donc, même si les taux d'intérêt sont peut-être moins intéressants que le rendement interne, eh ben, on est quand même gagnant à le faire de cette manière-là. Et ce qui est intéressant en ce moment, c'est que les taux de rendement interne sont supérieurs au coût d'emprunt, ce qui fait que c'est quelque chose d'absolument phénoménal en ce moment. Alors, deux questions qui sont très similaires, une qui vient de Health et qui nous parle du capital investi. Est-ce qu'il bénéficie de protection dans une cash value et qu'est-ce qui se passe également pendant un déclin des marchés boursiers? Donc, par exemple, elle nous cite moins 30% en 2020 et je vais enchaîner avec celle de Jean-Christophe qui, lui, parle d'une stratégie qui a l'air très intéressante, mais se pose des questions par rapport à si elle peut résister. Excellente question. Les deux questions sont excellentes. Premièrement, alors oui, alors c'est garanti dans ce cash value life insurance, c'est garanti par la compagnie d'assurance. Et il y a des milliers de compagnies d'assurance ici aux États-Unis. Nous, pour le bénéfice de nos clients, nous sommes déjà un fiduciary, mais également broker, c'est-à-dire qu'on va trouver les meilleurs instruments pour nos clients. Et on va aller avec des compagnies mutuelles d'assurance qui ont 150 ans d'existence, qui sont extrêmement solides. Il faut savoir que les banques américaines telles que Bank of America, Wells Fargo, etc., détiennent des milliards de dollars de fonds propres dans ce qu'on appelle du BOLI, Bank Owned Life Insurance, qui est exactement ces cash value life insurance. Pourquoi? Parce que par la SEC, la Commission des marchés financiers, c'est considéré comme du tier 1 capital. Or, pour pouvoir avoir une banque, il faut avoir une certaine solvabilité. Et donc, c'est considéré comme du tier 1 capital, ça permet à la banque de pouvoir faire d'autres activités bancaires et ils le mettent en fait sur la tête de leur haut exécutive. Comment ça fonctionne? Il y a un deal qui est fait avec leur haut exécutif qui leur dit si vous restez avec nous un certain nombre d'années, et à la retraite, on va vous donner par exemple 200 000 dollars par an en plus de tous les avantages basés grâce à leur BOLI. Et lors de leur décès, une partie de cet argent-là sera redonnée à la banque, qui va repayer ce que ça leur a coûté, et la différence sera donnée aux bénéficiaires. Donc en fait, c'est un instrument qui est extrêmement utilisé par les banques elles-mêmes. Et donc, ça en fait l'instrument qui est probablement un des instruments les plus sécurisés au monde. Et voilà, donc donc c'est déjà la première réponse, c'est extrêmement sécurisé. S'il y avait vraiment un problème avec ce type d'instrument-là, je fais un joke souvent, mais on revient au troc. Et le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter des armes à feu et des boîtes de conserve, puisqu'il n'existerait plus l'univers dans lequel nous vivons. Le point numéro 2, rappelle-moi peut-être la question. Alors, c'est par rapport à cette stratégie, est-ce qu'elle peut survivre une augmentation absolument. des taux Puisqu'en fait, il y a une d'intérêt? corrélation entre l'augmentation des taux d'intérêt et les rendements internes de ce type d'instrument-là, puisqu'ils sont généralement indexés sur les rendements internes de ce type de compagnie d'assurance qui sont mutuelles, extrêmement sécurisées, sont sur des obligations, généralement avec une duration extrêmement élevée, 20, 25, 30 ans, d'où la non-corrélation, des marchés financiers,
Mais deuxièmement, s'il y a une augmentation des taux d'intérêt, les rendements internes de cette police également seraient positifs, à l'inverse des obligations sur le marché. Parce que s'il y a une augmentation des taux d'intérêt sur le marché obligataire, vous avez une baisse sur le marché secondaire de votre portefeuille. Et c'est exactement l'inverse avec justement cette cash value life insurance, que les taux d'intérêt augmentent, les rendements internes augmentent également. Donc c'est un très bon hedge. Excellente question. Et je pense que c'est vrai qu'on va peut-être passer à Mickaël. Et s'il y a d'autres questions, on reviendra à la fin. On va passer à Mickaël et puis on prendra d'autres questions en fin de cette session. Mickaël, voilà, parfait. Alors, salut Mickaël. Alors, très bien. Alors, dis-moi, j'ai fait une introduction très succincte, hein, très brève. Je ne sais pas, pour commencer, si tu veux nous dire quelques mots supplémentaires par rapport à ta carrière, ton expérience et également tes spécialités. Bon, moi, je suis venu aux États-Unis il y a un peu plus de 20 ans à New York, dans un premier temps, pour lancer un business dans les marketing research, donc rien à voir avec l'immobilier. J'ai fait des études à NYU, à la fois en sport business et aussi en financement et investissement immobilier. Et en 2009, je suis venu à Miami et avec ma femme, on a créé Freud Group, qui est en fait une société dans laquelle on est à la fois broker, donc on fait achat, vente, location et gestion de biens. On investit nous-mêmes et on investit et développe dans le cadre d'un concept où on achète des immeubles de rendement qu'on rénove pour une clientèle jeune et donc on les rénove de façon très sympa, ça s'appelle le Happy Living, et qu'on loue en moyen long terme, voilà, et qu'on garde en portefeuille. Donc c'est un peu les différents volets d'un entrepreneur dans le monde immobilier, le brokerage, l'investissement et le développement. Très bien, merci. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, petite question, hein, comment ça s'est passé avec l'événement de David Guetta? Comment est-ce que tu as été involved? Voilà, donc en fait, ça s'est passé très simplement. J'ai eu cette idée-là à 4 heures du matin, en plein milieu de la crise du Covid. Ça devait être il y a un an pile, là, enfin plutôt vers fin mars. Après quelques insomnies, se demandant dans quel monde on allait évoluer dans quelques mois. Et j'en ai parlé à David et son associé, qui sont les deux des clients et des amis à moi. On a fait le premier événement avec 7 jours de temps après avoir eu l'accord de la ville, en pensant que ça allait s'arrêter là. Et en fait, ça a été un énorme succès. On a eu 27 ou 28 millions de views. On a levé 750 000 $ en 2 heures. Et donc, ensuite, on a fait un à New York, en haut du Rockefeller Center, qui était un énorme succès. On a fait un au Louvre pour le jour de l'an, qui a été un énorme succès aussi. On a fait un à Dubaï le mois dernier, à Burj Al Arab, sur le helipad, qui était un énorme succès. Donc là, maintenant, voilà, on a monté une vraie marque. On a levé quasiment 2 millions de dollars net pour les charités. Et ça fait à peu près 4 millions de repas juste sur les États-Unis. Et on a eu plus de 100 millions de viewers sur la série. Donc maintenant, on travaille dessus. On va en faire un en Inde normalement fin mai. Et voilà, on espère se développer et on espère en faire un en vrai, en personne, dans un grand stade dans un an, quand on pourra tous se réunir. C'est un peu l'objectif. Voilà. Super, très bien. Eh bien, sans attendre, donc première question pour toi. On va parler des perspectives du marché immobilier aux États-Unis. On va se focaliser sur le cas de la Floride, sur Miami, donc un sujet qui tout à fait. Moi, je vais faire des réponses rapides parce que je pense qu'on a un petit quart d'heure et je voudrais laisser de la place aux questions-réponses. Toujours intéressant. Donc, bon, le marché, en fait, se porte très, très bien. Les perspectives sont excellentes contre toute attente. Miami était déjà bien positionné et avait déjà bâti des piliers très intéressants à tous les niveaux en faisant venir de plus en plus d'entreprises, de start-up, en se positionnant sur la tech. Bien entendu, il y a déjà des avantages fiscaux qui étaient très intéressants pour les particuliers et les entreprises. Le beau temps et tout ce dont les gens connaissent sur Miami, mais bon, c'est pas l'essentiel. Et donc,
Miami était déjà bien positionné. Et avec le Covid, en fait, tous les pays se sont fermés. Et aux États-Unis, la plupart des États se sont fermés. Et la Floride a été un des grands gagnants parce que le gouverneur de Floride a adopté une politique pro-business. Même si tout était fermé au départ, a progressivement réouvert les restaurants, progressivement réouvert les retailers, les magasins, et l'activité a commencé à boomer, et en particulier en matière d'immobilier à partir de juillet. Ça a commencé à être assez délirant, surtout ces derniers mois, avec, je pense, il y a eu une augmentation de 30 à 40% en fonction des biens, de la valeur d'un bien entre juin, juillet 2020 et aujourd'hui. Donc, c'est assez fulgurant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un exode des gens de New York et des sociétés de New York, de Californie et d'ailleurs, qui n'en pouvaient plus justement des contraintes imposées par leur gouverneur et par leur maire, qui ont décidé de partir. Et au final, avec le travail à la maison, ça a quand même facilité ces déplacements-là qui paraissaient compliqués avant parce qu'on avait l'impression qu'il fallait rester à un endroit donné, etc., etc. Donc, entre les avantages fiscaux, le boom et le fait qu'on puisse avoir une vie quasi normale ici, mis à part qu'on a toujours le masque, Miami a été un énorme gagnant. Donc, les perspectives sont très bonnes et moi, je pense que ce qui devait se dérouler dans les 7-8 prochaines années, ça va se dérouler sur une période de 18 à 24 mois qui a déjà démarré à l'été 2020. Voilà. Très bien, parfait. Et voilà, en termes de tendance, on parle d'un marché… Ça dépend du type de produit. Aujourd'hui, sur les single family homes, donc les maisons, c'est clairement un marché de vendeurs. Quand un bien est sur le marché, il est vendu généralement en quelques jours avec plusieurs offres, et des offres cash, dont 2-3 offres qui vont être au-dessus du prix demandé. Donc au-dessus, on parle de 10%, 15%. Donc c'est assez incroyable puisqu'il y a un an, ça aurait été plutôt l'inverse. Les biens partaient à 15%, 10%, 5% en dessous du prix demandé. Voilà. Donc ça, pour les maisons, c'est clairement vendeur. Pour les condos, les appartements, c'est un marché qui a été difficile ces dernières années parce qu'il y avait beaucoup d'inventaire. Il s'est bien épuisé et en fait, je pense que on a atteint le plancher et depuis quelques mois, on est en train de voir que on repart fortement à la hausse. Il y a eu beaucoup de transactions, notamment dans tout ce qui est ultra luxe, c'est-à-dire ici le ultra luxe sur Miami, c'est tout ce qui est entre 1250 à $3,000 du pied carré, ce qui fait grosso modo de $15,000 à $30,000 du mètre carré. Et pourquoi? Puisque les gens cherchant des maisons, n'en trouvant pas du fait de la hausse et de la baisse de l'inventaire et de la hausse des prix, se sont redirigés vers les appartements qui en bénéficient. Donc au départ les appartements de luxe, mais du fait de toutes les entreprises et de la masse de gens qui arrivent, et c'est pas forcément des gens qui sont fortunés, les autres condos en bénéficient et vont en bénéficier plus. Donc je pense que pour l'instant c'est encore un marché d'acheteurs, mais dans quelques mois, ça va devenir, c'est-à-dire d'ici à septembre, octobre, ça va commencer à devenir un marché de vendeurs. Très bien. Alors, prochaine question, est-ce qu'il y a des types de produits qui ont le vent en poupe et puis également, quels sont les instruments qui permettraient de créer des leviers en termes… Oui, tout à fait. Alors, je parlais de Miami et du sud de la Floride en général. Donc, vent en poupe, donc je viens de le dire, les single family homes, ça c'est assez dingue ce qui se passe aujourd'hui, c'est du jamais vu. Les condos, je pense que les condos qui sont bien placés sur l'eau aussi commencent à prendre de l'intérêt auprès des gens. Le produit qui marche vraiment bien, et je trouve auprès des investisseurs, c'est les multifamilies, donc les petits immeubles de rapport, ça peut être des immeubles de 4-5 appartements comme des immeubles de 50 appartements. Pourquoi? Parce qu'au final, on s'est aperçu que même dans une période très très difficile, les défections de loyer ont été minimes, de l'ordre de 80-85% au pire des moments. Et donc, au final, ça reste un produit très stable comparé à du condo.
Donc, c'est un produit qui est recherché par les investisseurs et qui est apprécié par les banques. C'était déjà le cas avant, et c'est pour ça que pour moi, le multifamily, donc ces immeubles de rapport, en font le produit privilégié pour bénéficier des effets de levier parce que les banques prêtent très facilement. La valeur du bien ne dépend pas de la valeur du mètre carré dans le quartier, mais de la capacité du bien à générer de l'argent. Donc, si vous achetez un bien qui génère 100 000 et de par votre marketing, vos rénovations, votre travail, demain, il en génère 200 000, mécaniquement, le bien vaut 2 fois plus. Après, il faut trouver un acheteur qui veut le acheter 2 fois plus. Mais la banque, en tout cas, va vous permettre de refinancer votre bien à ce nouveau cap rate, à ce nouveau niveau de cash généré. Et c'est pour ça que c'est unique. Parce que si vous achetez un condo ou une maison, que vous le louez 5 000 et que demain vous le louez 10 000, vous n'allez pas pouvoir le refinancer sur la base de 10 000. Vous allez le refinancer sur la base de ce que ça vaut au mètre carré dans votre quartier. Donc, vous avez beaucoup plus d'autonomie sur les multifamily home building. Une autre classe d'assets que j'aime bien et qui est très intéressante et qui a vraiment le vent en poupe et dont personne ne parle en ce moment, c'est les mobilhomes. Les parcs mobilhomes. Donc en France, je sais que ça fait pas très sexy, on pense à des caravanes. Les mobilhomes ici, c'est effectivement les parcs de RV et aussi les maisons qui sont transportables sur des camions et qui ont l'air tout à fait normales une fois qu'elles sont fixées au sol. Pourquoi c'est un investissement intéressant? Parce que les tickets d'entrée sont pas forcément élevés. On peut commencer dans les 800 000 jusqu'à 3 millions. C'est des gros rapports, 8 à 12, 13, 14, 15%. Très peu de maintenance, il n'y a pas de réparation de toit, il n'y a pas de réparation d'air conditionné. Il faut juste s'assurer que l'électricité arrive, que l'eau arrive, que le sewage fonctionne, etc. Et ça permet de jouer à la fois sur la valeur du terrain qui s'apprécie dans le temps, mais contrairement à un investissement de terrain simple, ça permet de collecter des loyers de la part de ces gens qui louent les emplacements. De plus, je ne sais pas comment c'est en France, mais le concept de mobilhome et de parc mobilhome, c'est pas pour les gens qui n'ont pas d'argent. C'est un concept de vie de plus en plus. Ça va être des jeunes ou des jeunes couples qui décident de bouger, d'être mobile, voilà. Je cherche un autre mot, mais bon, il m'échappe. Et donc d'avoir cette vie-là. Donc on peut imaginer par exemple les gens qui vont à Burning Man dans ce genre de festival être une clientèle de ce genre de mobilhome. Et donc pas forcément parce qu'ils sont pauvres, mais parce qu'ils décident d'adopter une vie nomade plutôt que de s'établir dans un endroit particulier. Il y a même Ikea d'ailleurs qui a lancé depuis la semaine dernière la fabrication totale et la vente de maisons meublées et finie à 41 000 $, des maisons de 18 mètres carrés. Voilà, c'est des maisons mobiles. Donc, c'est très, très intéressant. Personne n'en parle et la sortie de ça, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de se faire racheter pour la valeur du terrain par un développeur qui va vouloir y construire un complexe résidentiel, hôtelier, un centre commercial, etc., etc. Donc, ça permet de travailler sur les deux côtés et j'aime beaucoup ce produit. BlackRock, un des plus gros fonds d'investissement, a d'ailleurs investi il y a 2 mois 500 millions de $ dans son portefeuille en mobilhome park. Donc, c'est pas juste un petit sujet. Très bien, très bien. Petite question voilà, qui vient de Else également. Dis-moi, quelles sont tes perspectives par rapport à est-ce qu'il y aura une nouvelle je pensais pas à la bulle. Enfin, si Else fait référence à la bulle qu'il y a eu en 2008-2009, pour moi, ça ne se reproduira pas. Je disais ça déjà avant Covid, puisque l'essentiel des gens ont acheté en étant beaucoup moins leveragés. Beaucoup de gens ont acheté cash, etc., ou avec des leverages qui sont plus sains qu'à l'époque. Par rapport à la bulle actuelle, oui, je pense que le prix des maisons, il y a un problème quelque part et que quand une maison, il y a, et j'en fais partie, plus que je cherchais, quand une maison, il y a 6 mois, valait 1 million, qu'il y a 3 mois, la même maison vaut 1,3 million et que 6 mois après, elle vaut 1,6 million, il y a un problème forcément de risque quelque part si on pense revendre dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'on est forcé, parce qu'on déménage, etc., etc. Parce que je pense qu'il va quand même y avoir un petit
refroidissement, ça ne veut pas dire une perte, ça veut dire un refroidissement, et ça peut être minimum, hein, ça peut être du 5% de perte pendant un petit moment. Une fois que tout le monde sera vacciné, une fois que tout le monde aura repris sa vie et que l'exodus se sera essoufflé et que des gens retourneront à New York ou en Californie, parce que je vois déjà des gens qui, en voyant New York se réouvrir, me disent qu'ils sont en train de penser à repartir à New York. Donc ça, c'est des gens qui ont loué ici pendant 1 an, pendant 6 mois, etc. Ceux qui ont acheté, ils vont pas repartir au bout de 6 mois. Mais je pense qu'il y aura un petit essoufflement, une bulle sur ces produits-là, peut-être, oui, sur tout ce qui est waterfront home, par exemple, c'est le délire. Sur les condos, pour l'instant, non. Sur les multifamilies, je le vois pas. Donc, plutôt sur ces biens haut de gamme, je pense qu'il peut y avoir un problème à un moment. Haut de gamme ou même moyenne gamme dans les maisons, oui. Une bulle qui va éclater, qui va faire du mal, je ne pense pas. Alors, dis-nous comment investir dans l'immobilier, également pour rejoindre une des questions, peut-être qu'on peut l'adresser aussi. Comment commencer Déjà, il faut savoir… Comment se lancer. Il faut déjà savoir quel est le but de l'investissement. Est-ce que c'est pas du patrimonial? Est-ce que c'est de l'investissement locatif? Pour déjà s'orienter et pour avoir une vision. Parce que j'ai eu des clients qui, il y a quelques années, ont décidé d'acheter sur 10 ans et au bout de 2 ans, ont voulu vendre. Et forcément, Miami ne s'est pas développé en 10 ans, pendant ces 2 ans, comme ils auraient dû se développer pendant les 10 ans. Donc, tout le plan qui a été mis en place fonctionne pas. Donc, il faut avoir un plan et s'y tenir. Deuxièmement, il faut avoir un bon agent. Et par bon agent, j'entends un agent qui connaît parfaitement le quartier, la zone, comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui et où ça va demain. Ça ne veut pas dire qu'il a une boule de cristal, mais au moins en ayant un maximum d'informations, il peut avoir une meilleure analyse que… Par exemple, moi, je ne connais strictement rien à Fort Lauderdale. Je ne connais pas grand-chose au-dessus du Aventura, donc je ne vais jamais m'aventurer là-dessus. Je ne connais rien à l'ouest de Miami, qui est Doral. Moi, je suis spécialisé sur Miami Beach, Coral Gables, Downtown, etc. Donc, je ne fais rien au-delà parce que j'apporte aucune valeur. Après, si quelqu'un me demande de faire quelque chose, je peux le faire, mais voilà. Donc, pour moi, il faut avoir un agent qui a de l'insight. Ça, c'est très important et qui va vous trouver le produit qui correspond à votre plan. Ensuite, une fois que vous avez ça, il faut trouver le bien. Une fois que vous avez trouvé le bien, il faut créer le véhicule dans lequel vous allez acheter ce bien. Donc, ça peut être en nom propre ou dans le cadre d'une société en fonction de ce qui correspond à votre profil. Et donc, ça se fait avec un expert comptable. Donc, il faut trouver un expert comptable, mais ça, c'est pas ce qui est très compliqué. Et ensuite, vous faites votre closing. Qui est très simple. Il y a un avocat qui joue le rôle du notaire en France et qui s'occupe de la transaction. Donc, au final, c'est une transaction très, très simple. Et comment se lancer? Il faut, et je pense aussi, ça vous se rapprocher de banques si vous avez ou d'un broker en mortgage, en emprunt ou en prêt, pardon, si vous voulez faire appel à l'emprunt, qui est a priori la bonne idée, comme Alexandre l'a expliqué avant. Et donc, ce broker va vous permettre de comprendre combien vous allez devoir mettre en down payment et donc combien vous allez pouvoir vous permettre d'investir. Donc, il faut vous constituer une équipe, surtout, je pense, l'agent et le mortgage broker ou la banque. Et ensuite, peut venir l'avocat et la boîte d'expertise comptable. Voilà. Et se lancer, vous pouvez vous lancer à tous les niveaux. Moi, j'aime beaucoup en fait les duplex, triplex, quadriplex parce que c'est 2 appartements. C'est donc duplex, c'est pas comme en Europe un appart au-dessus de l'autre. C'est des petits immeubles duplex de 2 appartements, triplex de 3 appartements, quadruplex de 4 appartements. Les banques aiment beaucoup ce type de produit. C'est considéré comme un petit immeuble et finance plus rapidement, plus facilement avec des taux plus intéressants parce qu'il y a beaucoup de moins de risques. Si vous achetez une maison ou un condo et qu'il n'est pas loué, il y a 0 rentrée. Si vous achetez un duplex et qu'il y a un des 2 appartements qui n'est pas loué, vous avez quand même l'autre qui est là, qui fait rentrer et qui paye la banque. Donc, pour une banque, c'est beaucoup moins risqué. Et ensuite, pareil, de ce que j'expliquais tout à l'heure sur les multifamilies, en fonction de
votre capacité à augmenter les loyers, vous pouvez refinancer très facilement, beaucoup plus facilement qu'une maison et acheter un autre duplex et ainsi de suite. Donc, si moi, je devais recommencer, après avoir appris tout ce que j'ai appris dans ces 15 dernières années, j'aurais plutôt commencé par des duplex, triplex, quadruplex plutôt que d'acheter des condos. Très bien. Et sur cette lancée, par rapport à tes conseils, quel serait, est-ce que tu as des bons tuyaux? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Oui, enfin, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est avoir un bon agent. Pour moi, c'est vraiment la clé. Un agent qui connaît le quartier et qui va pouvoir trouver ce qui correspond, enfin, je dis le quartier, la zone, et qui est spécialisé dans le type de produit qui correspond à vos objectifs. Donc, si vous allez voir un expert en condo de luxe, mais que ce qui correspond à vos objectifs, c'est d'acheter des immeubles de rapport, c'est pas le bon agent, parce que les immeubles de rapport sont très spécialisés, c'est des produits très spécialisés. Pareil, si vous allez voir un agent qui est spécialisé dans les immeubles de rapport, il sera pas forcément au fait de ce qui se passe au niveau des condos, quels sont les bons immeubles, les bons quartiers, etc., quel loyer on peut en espérer. Quelles sont les contraintes, quels sont les avantages, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment la clé. Et la deuxième chose, je vois ça par rapport à mes parents qui ont investi dans l'immobilier en condo aux États-Unis depuis 15 ans et ils l'ont fait sans penser à la succession. Et ça reprend un peu à ce que Alexandre disait. Et donc là, aujourd'hui, ils se retrouvent contraints à travailler avec des avocats pour essayer de remettre les biens dans des structures qui soient plus favorables en cas de succession, parce que sinon, s'ils revendent, c'est pas un souci, mais s'ils décèdent avant, ils sont sujets à la loi française, en gros, et bénéficient pas de la loi américaine qui, quand on fait ce qu'il y a à faire, est quand même assez avantageuse. Cédric ou Alexandre, je vous laisse parler un peu plus sur le sujet si vous voulez, mais je crois que en dessous de 6 millions de dollars de succession, il y a pas d'imposition, c'est ça? Fédéral par personne, on est à 11,58, donc en couple, on est à 23 millions de dollars. Donc en effet, quand on regarde les exonérations… Oui, alors, évidemment, en plus, ça augmente tous les ans. Alors après, ça augmente tous les ans jusqu'en 2026. En 2026, on ne sait pas où on sera, puisque la loi a été votée sous l'ère Trump jusqu'en 2026. Ça pourrait retomber. On n'a pas encore de visibilité là-dessus. Mais à l'heure actuelle, en effet, 11,7 millions de dollars, c'est bien plus que les exonérations françaises qui, en lignée, sont de 100 000 dollars pour le mobilier immobilier et 152 000 en euros, 100 000 euros et 152 000 euros sur l'assurance vie. Donc, évidemment, il y a beaucoup plus de possibilités d'un point de vue de la succession aux États-Unis. Et donc, il faut vraiment être entouré d'une équipe, à la fois des fiscalistes, à la fois des avocats et également des gestionnaires de patrimoine avec cette compréhension internationale pour pouvoir mettre en place la stratégie la plus optimale possible. On a vraiment besoin d'une équipe de très bons professionnels pour pouvoir être beaucoup proactifs parce qu'il y a des choses à faire. Le fait d'être résident fiscal américain aujourd'hui nous ouvre des opportunités assez incroyables. Tout à fait. Je vois une bonne question de Jean-Christophe Boisdin. Peut-on financer avec un taux français un achat immobilier? Je vais vous laisser en parler, mais moi, je sais que j'ai des clients. Donc… Non, mais en fait, ouais, je pense que c'était pour toi, Michael. Donc, la question de notre ami Jean-Christophe qui est à Montpellier actuellement. Peut-on financer avec des taux français un achat immobilier à Miami ou à Philadelphie d'ailleurs, sachant qu'on a des comptes à la fois… En France, de mon expérience, c'est possible à partir du moment où vous avez des biens en France qui peuvent être hypothéqués. Et à ce moment-là, la banque française vous donne une ligne de crédit à des taux très attractifs et qui vous permettent d'acheter ce que vous voulez aux États-Unis. Donc, j'ai des clients qui ont fait ça récemment et qui ont pu acheter en faisant ça, en payant un taux de 1,2%. Donc, c'est forcément très intéressant. Mais il faut avoir des biens ou une relation avec votre banque française qui vous permet d'obtenir cette ligne de crédit. Après, Alexandre et Cédric, si vous connaissez les moyens de faire sans ça depuis les États-Unis, je vous laisse en parler. Alors en fait, non, c'est exactement la même chose, mais on le voit généralement pour des biens d'exception. Pour des tout petits biens, etc., c'est généralement rare. Mais quand on parle de beaucoup d'argent, généralement, il y a des possibilités de ce côté-là. Mais c'est plus à un niveau assez conséquent. Nous, on a eu des clients qui l'ont fait à tous les niveaux, qui ont acheté, qui avaient des gros patrimoines en France, qui ont pu les leverager avec leur banque, obtenir des lignes de crédit et qui ont acheté tout type de biens, des biens à 200 000 dollars à South Beach en Art déco, comme des maisons à 1,5 million à South Beach aussi.
Absolument. Voilà. Très bien. Alors, je pense qu'on a répondu à la question de Jean-Christophe. Je pense pour clore, on a une dernière question qui s'adresse peut-être plus à Alexandre. Donc, Laetitia qui nous demande quels sont les frais de gestion. Alors, ce qui est intéressant avec les assurances vie américaines, c'est que c'est un petit peu l'inverse d'un investissement. Si par exemple, vous investissez sur le marché financier, par exemple, ou autre, on connaît exactement les frais de gestion, mais on ne connaît pas exactement le rendement qui va être généré, puisque ça va être lié évidemment au sous-jacent des investissements générés. Là, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on sait à peu près ce que l'on va avoir. On sera entre 3 et 5% de rendement, mais les frais sont internes. C'est ce qu'on appelle des bundle products et on ne sait pas à peu près exactement quel est le montant des frais, sachant que sur le long terme, si on devait vraiment faire un équivalent, par exemple, entre le financier réel et ce type d'instrument-là, on est sur un équivalent d'environ 0,15%. Donc, c'est extrêmement faible sur le long terme comparé à des investissements sur le marché, par exemple, ou autre. Très bien. Parfait. Je ne vois pas d'autres questions majeures. Alors, Alexandre, Michael, je ne sais pas si vous aviez des commentaires particuliers à ajouter avant de clore cette session. Non, moi je pense que Miami, je pense que c'est important que les gens comprennent que Miami s'est complètement transformé. Déjà ces 10 dernières années, mais encore plus depuis le Covid. C'était vraiment un village. Moi, quand je suis arrivé à Miami en 2009, j'avais voulu en repartir immédiatement parce que c'était un choc par rapport à Manhattan. J'ai vu son évolution. C'est devenu très, très intéressant. Et le Covid a vraiment décuplé, accéléré le développement de Miami en faisant venir des grosses boîtes comme Tesla, Microsoft a pris des leases, Blackstone Group, on en a parlé, Goldman Sachs, énormément de startups. Spotify est là, Facebook est là, Google, tout le monde commence à être là et était déjà avant avec des petits bureaux ou pas, agrandissent leurs bureaux s'ils étaient petits. Donc, ça devient un écosystème très intéressant et Miami est en train de devenir une vraie ville qui pèse. De là à ce que ça devienne le prochain New York, je n'y crois pas, mais ça devient une ville qui pèse alors qu'avant, ça l'était pas forcément. Voilà, donc je pense que c'est important que les gens pensent à Miami comme étant une vraie ville et pas juste une destination de villégiature et de fêtes. Très bien. Mes dernières remarques de mon côté, c'est de rester proactif. On a des vraies opportunités en étant résident fiscal américain, de pouvoir, que ce soit sur des instruments d'immobilier, mais également financiers, d'avoir une vraie stratégie globale, de prendre en considération les aspects financiers, fiscaux, légaux, internationaux, du fait d'avoir une vraie équipe de professionnels autour de vous. C'est une vraie opportunité d'être là. N'hésitez pas à rejoindre à la fois Michael ou nos équipes, de prendre contact, puisque vous allez pouvoir bénéficier de nos valeurs ajoutées respectives et elles sont évidemment complémentaires. Tout à fait. Hein. Donc n'hésitez pas à contacter Michael directement ou bien voilà, nos équipes sont en stand-by sur le stand de l'exposition. Également, je vous invite à rejoindre dans une autre salle la prochaine session qui est une interview d'Olivier Sureau sur la fiscalité franco-américaine. Donc sur ce, je pense qu'on va clore. Alexandre, vous restez. On va se connecter nous sur l'autre salle et je suis également disponible à votre disposition si vous avez d'autres questions. Je serai également sur le stand juste à côté. Michael, un dernier mot? Oui, non, je voyais une question de Renaud. On pouvait peut-être l'adresser. Il y a des millions de dollars qui sont investis pour justement lutter contre la lutte des eaux et tous les buildings sont construits pour tenir des ouragans de force 5 et donc jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de problème. Il y a la montée des eaux, mais la technologie est là et les investissements sont conséquents pour y faire face. Voilà. Très bien. Sur ces mots-là, merci beaucoup. Merci Michael, merci Cédric. À très vite. Salut. Merci beaucoup.